Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui va bientôt tous nous concerner, les poubelles intelligentes. Elles arrivent partout en France d'ici 2025. Oui, bonjour. C'est une transformation assez majeure de la gestion de nos déchets dont on parle. Le déploiement de ces bacs avec puces RFID et puis cette fameuse tarification incitative. Voilà, on va s'appuyer sur une analyse qui décortique un peu tout ça. L'idée, c'est de comprendre la promesse officielle, vous savez, l'écologie, la justice, Mhm. mais aussi d'aller voir derrière. Les coûts réels, la surveillance, l'équité, et puis surtout, est-ce que ça marche vraiment, ce recyclage? Alors, commençons par la promesse, si vous voulez bien. La technologie RFID, bon, c'est d'une puce sur chaque bac. Elle est scannée quand le camion passe. D'accord. Ça permet de savoir combien de fois on sort sa poubelle, le volume, parfois même le poids. L'objectif affiché, c'est de tracer pour mieux gérer et surtout inciter à moins jeter. Et on nous promet des chiffres assez spectaculaires, non? L'ADEME parle de réduction de 30-40% par endroit. Oui, localement, il y a eu des résultats encourageants, c'est vrai. Et cette incitation, elle passe beaucoup par l'argent, par la fameuse tarification incitative. La TOMI ou ROMI, c'est ça? Exactement. Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative. En gros, il y a une part fixe, pour le service de base, quoi. Ok. Et une part variable. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle dépend de ce qu'on jette dans la poubelle grise, les ordures non recyclables. Donc ça peut être le nombre de fois où on sort le bac ou son volume. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je sors ma poubelle trop souvent, je paye plus? C'est l'idée. Par exemple, une levée en trop, disons d'un bac standard de 120 litres, ça pourrait coûter entre 1,20 € et 2,20 € selon les endroits. C'est le principe du pollueur-payeur, en fait. On essaye de responsabiliser les gens via leur portefeuille. Cette idée de responsabilisation financière, bon, ça se tient. Mais ça pose tout de suite la question de l'équité, j'imagine. Quels sont les points qui coincent? Mais oui, c'est là qu'on voit les premières failles. Déjà, le coût du bac lui-même. Il faut parfois le changer et ça peut monter à 90 €. Ah oui, quand même. Ensuite, l'impact, il n'est pas du tout le même pour une famille nombreuse qui forcément produit plus de déchets ou pour quelqu'un qui a de faibles revenus ou même en habitat collectif, c'est plus compliqué. Il y a un sociologue qui parlait de risque d'impôt déguisé, c'est ça? Oui, précisément. Et puis, il y a le stress, la charge mentale que ça peut ajouter. L'article cite une Marie-D qui en parle. Donc, la question de l'équité sociale, elle est centrale. Absolument. Cette part fixe et les pénalités, ça peut vite devenir régressif. Ça pèse plus lourd, proportionnellement, sur les petits budgets. Et puis, il y a un autre enjeu majeur, les données. Ah, les données personnelles. Exactement. On collecte énormément d'infos sur nos habitudes de consommation, de tri. Qui a accès à ça? Les collectivités, oui, mais aussi souvent des entreprises privées qui gèrent la collecte, comme Sulo. Même avec le RGPD, la CNIL. Même avec. Le risque de profilage existe. L'anonymisation complète, c'est apparemment assez complexe à garantir selon une source citée. Ces données, c'est un peu la nouvelle mine d'or, quoi. Et on imagine aussi les difficultés pratiques au quotidien pour certaines personnes. Oui, l'article évoque des cas types. Jeanne, une personne âgée, peut être un peu dépassée par la complexité. Karim, en immeuble où la gestion collective peut devenir chaotique. Sophie, qui a un petit commerce et voit ses coûts augmenter. Sans parler des contrôles et des sanctions possibles. Voilà, on parle d'amende si on se trompe dans le tri. Ça peut aller de 35 à 150 €. Voire le refus de collecter le bac s'il n'est pas conforme. D'ailleurs, une collectivité pilote a rapporté une hausse énorme, plus de 150% des appels conflictuels. Ça crée des tensions, forcément. Et est-ce que ça n'entraîne pas des comportements, disons, indésirables? Si, c'est un des gros risques. On voit apparaître localement plus de dépôts sauvages. Certains chiffres parlent de plus 20%. Bon, Citeo nuance, ils disent moins d'1% au niveau national, mais localement, ça peut être un vrai problème. Et d'autres choses, le tourisme des poubelles. Oui, aller jeter ses poubelles dans la commune voisine qui n'a pas le système. Ou pire, le brûlage illégal. Et puis, il y a une question sur les chiffres de réduction des déchets eux-mêmes. Est-ce une vraie baisse ou juste un déplacement du problème? Exactement. Un expert anonyme dans l'article pose la question. Est-ce qu'on ne fait pas juste que déplacer le problème, gérer les déchets différemment, de manière moins visible ou illégale? Et si on prend un peu de hauteur, on voit que le système met beaucoup la pression sur les ménages, alors que l'industrie produit bien plus de déchets. 10 fois plus, oui. La responsabilité des gros producteurs, elle, semble moins ciblée par ce système-là. Du coup, qui sont les acteurs qui poussent ce système et quels sont leurs intérêts?
Bon, clairement, il y a un marché qui s'ouvre pour les entreprises de technologie, celles qui font les puces, les logiciels, comme Sulo ou Quadria, et pour les grands opérateurs de déchets aussi. On peut se poser la question du lobbying, de la concentration du marché. Et les collectivités dans tout ça? Elles sont un peu prises en étau, j'ai l'impression. D'un côté, les directives nationales, de l'autre, les réalités du terrain, la complexité. La Cour des comptes a d'ailleurs souligné cette complexité. Et face à ces enjeux économiques, les voix critiques, les assauts de consommateurs, les écolos, elles ont parfois du mal à se faire entendre. Mais le point qui fait peut-être le plus tiquer, c'est cette histoire qui viendrait d'un centre de tri sur l'efficacité réelle du recyclage à la fin. Ah oui, ça c'est potentiellement la critique la plus forte. Un employé anonyme témoigne qu'une partie non négligeable de ce qu'on trie avec soin, surtout certains plastiques un peu complexes, finirait en refus de tri. C'est-à-dire? Incinérés ou mis en décharge, faute de filières de recyclage capables de les traiter techniquement ou économiquement. Donc, si c'est vrai à grande échelle, on met en place un système hyper sophistiqué et coûteux pour collecter des trucs qui au final ne sont pas vraiment recyclés. C'est exactement la question. C'est le risque du technosolutionnisme, comme on dit. On met le paquet sur la technologie de collecte, mais on ne règle pas le problème à la racine. Réduire les emballages à la source et investir massivement dans des usines de recyclage qui fonctionnent vraiment pour tous les matériaux. Ça risque de décourager les gens qui font l'effort de trier, si au bout du compte, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça, le tableau est très contrasté, hein. D'un côté, on a des promesses, des objectifs louables, écologie, rationalisation. De l'autre, on a des coûts cachés, sociaux, financiers, liés à nos données, de gros doutes sur l'équité, sur l'efficacité réelle, et surtout cette interrogation fondamentale sur la capacité du système de recyclage à suivre derrière. La poubelle pucée, c'est peut-être juste un outil ou le symptôme de questions bien plus larges. Et pour finir, une dernière pensée, une question pour ouvrir la réflexion, peut-être celle-ci. Au fond, ce débat sur les poubelles pucées, ça nous interroge moins sur la technologie elle-même que sur le type de société qu'on veut construire face à l'urgence écologique. Est-ce qu'on mise tout sur le contrôle technologique, la facturation individuelle pour orienter les comportements, ou est-ce qu'on cherche plutôt une voie basée sur la responsabilité collective, la sobriété et une vraie justice environnementale qui n'oublie personne? C'est sans doute ça la question de fond, bien au-delà de nos simples ordures.